on peut trouver des compromis. Si on accepte le principe général qu'il faut une réforme et qu'il faut remettre les choses en place, si on a la bonne volonté, si on comprend les enjeux, si on comprend que il faut tenir compte et de l'un et de l'autre, et que c'est une question de recherche d'équilibre, alors avec les hommes de bonne volonté, on peut arriver facilement à quelque chose qui est une askama. Mais l'essentiel, c'est de trouver un truc qui correspond au souhait de la majorité des gens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Eli Kling et Eli. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Directeur du programme, du célèbre et mythique programme de Chemdat Hadarom francophone. Mais on va parler avec vous, pas de Chemdat Hadarom, mais plutôt de... Dommage, mais une autre occasion, on aura le plaisir d'en parler, bien entendu. Mais en tout cas, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, eh bien, c'est cette atmosphère extrêmement tendue qui règne au sein de la société israélienne autour de cette réforme judiciaire. On aurait voulu avoir votre appréciation. Comment, d'abord, vous expliquer cette extrême tension entre les différents courants, entre l'opposition et la coalition autour de ce projet? Je crois que c'est pas le projet le plus important dans l'histoire. Ce qui est en train de se passer, c'est les conséquences d'une série de 3 ou 4 années de politique, de situation politique qui est pas stable. Donc une succession d'élections, de campagnes électorales. Et tout le monde sait que les campagnes électorales sont des moments où les choses sont exacerbées au maximum, puisqu'il faut bien convaincre que mon parti est mieux que le tien. Et donc c'est des choses qu'en général, quand entre 2 élections, c'est pas censé se produire. Mais comme cette fois-ci, on a eu une série d'élections, de campagnes électorales qui sont succédées, le ton est monté de plus en plus. Il y a eu finalement, avant la dernière, il y a eu un gouvernement qui a duré un peu plus d'1 an, mais qui était considéré comme illégitime, puisque c'était une coalition qui n'était pas une coalition naturelle, on va dire comme ça. Et donc le ton a continué à monter, comme si on était encore en campagne. Tout le monde se rappelle de la manière avec laquelle on a présenté le gouvernement précédent comme étant un gouvernement qui mettait le pays à la catastrophe. Il y avait plus c'est la fin du judaïsme, la fin de l'État juif, etc. On s'est amusé à se faire peur, alors qu'évidemment il y avait rien de tout ça. On pouvait évidemment critiquer de manière logique et rationnelle, mais on a aimé se faire peur exprès parce qu'on pensait que comme ça on arriverait à faire tomber le gouvernement et faire un gouvernement différent, ce qui en effet s'est passé, s'est produit. Et ben là c'est la continuité, c'est la suite. De la même façon que ceux qui disaient du gouvernement précédent que c'était la fin du judaïsme et qui sont aujourd'hui au pouvoir, eh bien ceux qui soutenaient le gouvernement précédent disent maintenant que c'est la fin de la démocratie, etc. Ceux-ci comme ceux-là s'amusent à se faire peur. Alors eux, je suppose, je présume, enfin j'espère en tout cas, que la majorité de ceux qui avancent ce genre de slogan, la fin du monde, c'est l'apocalypse, etc., que ceux-là au moins savent que c'est pas vrai, qu'il y a rien dans l'histoire, par exemple dans cette fameuse proposition de réforme, il y a rien qui signifie la fin de la démocratie. De nouveau, c'est quelque chose où on peut être d'accord ou pas d'accord. Enfin, tout le monde voit bien qu'il y a un problème avec le pouvoir de la justice et judiciaire qui a pris beaucoup trop de place ces derniers temps. Donc c'était évident qu'il fallait faire une réforme. On peut discuter si tous les termes de la réforme sont bons ou pas, mais de là à dire que c'est la fin du monde, c'est la fin de la démocratie, que c'est plus le même État, que si c'est comme ça il faut quitter le pays, etc. C'est exactement, si vous voulez, le miroir de ce qui s'est passé il y a quelques mois. Encore une fois, j'espère que ceux qui le disent, ceux qui sont à la tête, ces hommes politiques qui s'amusent à nous faire peur, savent au fond d'eux-mêmes que c'est uniquement des slogans. Le problème, c'est que les gens qu'ils arrivent à convaincre sont, pour en partie en tout cas, persuadés que c'est en effet le cas. Et de la même façon que j'ai eu il y a quelques mois des gens qui m'ont dit ouais, c'est comme ça, pourquoi je fais mon alia, les gens en pleurent en disant c'est comme ça, il faut que je retourne en France, on n'est pas venu pour ça, etc. Et aujourd'hui, il y a le même problème de l'autre côté. Les gens qui disent c'est comme ça, je vais retourner, etc. Et le problème, c'est que on est arrivé à un point qui semble être de nos retours, c'est-à-dire plus personne ne veut discuter, plus personne ne veut réfléchir modérément, plus personne ne veut réellement voir si on peut pas arriver à une pshara, à un compromis. À part évidemment le président de l'État qui comprend, comme tout le monde, comme tous les citoyens, comme la majorité des citoyens, que ça peut pas continuer comme ça, qu'il faut se calmer, quoi. Il faut se calmer. Parce que le fait on s'amuse à se faire peur et on devient hystérique dans la manière avec laquelle on juge les projets de loi des uns et des autres, fait que ça a des répercussions. C'est pas
c'est plus juste un jeu et un amusement pour avoir des voix, pour gratter, pour contrebalancer le pouvoir en place. Mais ça a des répercussions parce qu'on vit pas dans un monde clos et les gens nous regardent de l'extérieur. Que ce soit les investissements financiers, que ce soit le problème diplomatique, etc. Les gens voient qu'il y a tellement de monde dans la rue, il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible, les Juifs sont pas en train de se battre pour rien. Alors que la vérité, si, ils se battent pour rien. En tout cas, pour pas grand-chose. Sauf que ça a des répercussions terribles et que on se demande jusqu'où ça va aller. Il y a eu des menaces de mort, mais ça c'est pas nouveau. Mais voilà, il faut prendre conscience du danger que ça représente et trouver les personnes qui sont quand même majoritaires, j'ose encore l'espérer dans ce pays, qui sont prêts à arriver à une sorte de haskama, à une sorte de compromis. Il faut faire une réforme, on peut prendre le projet, on peut changer 2-3 trucs. Si vous voulez, on peut en parler de ce qui, à mon avis, il faut qu'on change et qu'on modère un petit peu. Et puis voilà quoi. Ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que la solution de compromis est à portée de main. Et que la raison pour laquelle on n'y arrive pas, c'est simplement des problèmes d'ego, des problèmes de voilà. C'est bien ce que j'avais dit. Vous êtes des gens qui vont amener le pays à la catastrophe, etc. Donc on veut se prouver qu'on a raison, et ça crée une situation absolument impossible à vivre. Alors, vous êtes rabbin, on est étonné de voir depuis plus d'un mois donc, que cette réforme a été présentée, eh bien, une sorte de silence, de silence très lourd de la part des autorités, des sommités rabbiniques, des autorités rabbiniques. Je ne parle même plus du grand rabbinat d'Israël qui ne semble pas avoir ses bureaux sur cette planète, mais je parle de rabbins qui sont impliqués dans la vie de la société, qui sont inquiets comme vous l'êtes face à ce qui se passe. Pourquoi finalement on n'entend pas beaucoup parler les rabbins ? Il faut savoir ce qu'on veut. Quand les rabbins parlent trop, on leur dit mais qu'est-ce que vous menez de politique ? Quand ils parlent pas, on leur reproche de pas parler. Et j'ai l'impression que les rabbins qui parlent d'habitude sont des rabbins qui ne parlent que lorsque les problèmes strictement de halakha, ou alors des problèmes qui leur tiennent à cœur au niveau de la manière avec laquelle ils conçoivent que la Torah voit telle ou telle chose. Je pense par exemple à ceux qui comme moi d'ailleurs, pense que tout ce qui concerne la présence juive dans tous les coins d'Eretz Israël, c'est un problème d'identité juive et de Torah, et donc ils s'expriment là-dessus. D'autres qui pensent que le rabbin doit s'exprimer uniquement sur le problème de kashrut, de Shabbat et de ce qu'on appelle le reshut harabim, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'identité juive apparaît ou non dans le pays, et que malheureusement, lorsqu'il s'agit d'un problème de société, même si c'est un problème qui apparemment est grave et devrait nous concerner tous, un certain nombre de rabbins pensent que c'est pas leur truc, et déjà que les politiciens s'en occupent, que les gens qui ont à cœur les problèmes sociaux s'en occupent. Et je sais pas pourquoi, il y a une sorte et je veux pas généraliser bien sûr, c'est pas le cas de tous les rabbinim, mais il y a une sorte de non-dit qui sous-entend en fait que ce qui devrait intéresser la Torah, c'est uniquement les problèmes de relation entre l'homme et Dieu directement, entre l'homme et sa terre, mais pas entre l'homme et son prochain, pas les problèmes de société, pas les problèmes de justice, etc. Ce qui évidemment, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce que la plupart des livres des Nevi'im, des Nevi'im Rishonim et des Nevi'im Acharonim, sont nos prophètes à nous sont des gens qui se sont levés justement en parlant davantage des problèmes sociaux et d'égalité et de justice, plutôt que de problèmes de Shabbat et de Kashrut. Si vous prenez tous les grands prophètes de notre Bible, de l'époque du premier Beth Amikdash, du premier temple, vous aurez du mal à trouver des passages entiers concernant les relations entre l'homme et Dieu, et bien davantage, sur les problèmes sociaux. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les rabbins, c'est une bonne question, ce que vous posez. J'avais pas pensé à ça dans le contexte actuel, mais c'est une bonne question. Et la rabbin devrait se remettre en question et se redéfinir les priorités. Le judaïsme, c'est pas une question uniquement de cuisine, oui. et même pas uniquement une question de frontières. C'est également une question de comment vivre les uns avec les autres, et si la justice prend ses droits, outrepasse ses droits, ou si au contraire le pouvoir politique outrepasse ses droits. C'est en fait une grande question qu'on est en train qu'on est en train de traiter autour de ce fameux projet de loi. Ça devrait intéresser au plus haut degré les autorités rabbiniques, et je partage avec vous
l'étonnement sur ce silence. Justement, à propos du pouvoir des juges, du pouvoir de la justice, dont vous parliez à l'instant, vous parliez à l'instant des prophètes, la période qui est considérée comme l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire du peuple juif sur la terre d'Israël, c'est la période des juges, c'est la période où les juges dirigeaient le pays. Et on dit qu'à l'époque, finalement, Ish Kol Hayashar Beinav Hayaseh, c'est-à-dire chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Est-ce que finalement on peut calquer ce qui s'est passé à l'époque sur la réalité israélienne d'aujourd'hui ? Toujours un petit peu difficile de faire ce genre de comparaison, mais le verset que vous citez, c'est un verset où le peuple juif n'avait pas de roi. C'est la période où, après la mort de Josué, après la mort de Yoshua, il n'y avait pas de roi et le pays était divisé on dirait aujourd'hui en secteurs. C'est les fameux tribus duquel parlait le président précédent de l'État, mais c'était au niveau géographique également. Chaque tribu avait son territoire et en fait c'était 12 petits États au lieu d'avoir un État unifié, et donc on sentait justement l'absence de ce pouvoir politique unificateur qui à l'époque s'appelait le roi. Aujourd'hui on peut appeler ça le gouvernement et le premier ministre, c'est pareil. Et donc, on avait l'impression, en effet, que c'était chaotique. Ce qui était bon ici n'était pas bon là, etc. Et puis bon, il y avait même des tensions entre les différentes tribus. Et jusqu'au moment où le peuple juif a senti qu'il fallait un pouvoir central. Et la seule comparaison qu'on puisse faire, c'est qu'en effet, le pouvoir central, le pouvoir politique central est une nécessité lorsqu'on crée un État indépendant. Et il faut que ce pouvoir soit fort et puisse prendre des décisions. D'un autre côté, il faut également, et il y avait également, puisque vous faites la comparaison avec l'époque biblique, il y avait également à l'époque des contre-pouvoirs. Le prophète était un contre-pouvoir, évidemment. Il pouvait rentrer à n'importe quel moment et dire au roi ses 4 vérités. Mais il n'y avait pas que le prophète. Tous les rabbins, les éducateurs, et ça aussi c'était un pouvoir. Les Kohanim, c'était aussi une forme de contre-pouvoir. Et le problème des relations entre les différents pouvoirs, c'est pas un problème qui vient seulement à l'époque moderne. C'est un problème qui a toujours existé, et les Juifs ont été conscients, le peuple hébreu a été conscient de ce problème, il a essayé de le régler de différentes manières. Aujourd'hui, évidemment, les temps sont différents, il n'y a plus de prophètes, mais en effet, il y a des gens qui devraient, il y a la justice, il y a les juges existaient de tout temps, et les juges doivent en effet avoir un regard sur le pouvoir du roi, qui sinon devrait avoir un pouvoir absolu. Là-dessus, je pense qu'il y a personne ne remet ça en compte. Ce qui s'est passé, comme tout le monde sait, c'est que depuis maintenant quelques dizaines d'années, le pouvoir judiciaire s'est approprié un certain nombre de droits et de privilèges qui devraient pas, en tout cas, qui n'auraient pas dû être les siens sans en discuter de manière sérieuse et sans voter. Si la Knesset décide de donner une partie de ses pouvoirs aux juges, très bien, mais alors qu'elle le fasse de manière claire avec et de manière officielle. Ce qui s'est passé, c'est quand même un petit peu l'impression que, sans que personne ne l'ait jamais dit réellement, les juges se sont octroyés de plus en plus de pouvoir, ce qu'on appelle donc la fameuse révolution juridique de Barak et de ses disciples ensuite. Et c'est arrivé au point où on a vraiment l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes. Prenez par exemple l'histoire des gens qui se sont installés illégalement, qui sont venus illégalement en Israël, et qui sont installés évidemment au sud de Tel Aviv, parce que ces gens-là vont pas s'installer près des beaux quartiers, et qui ont rendu la vie des habitants du sud de Tel Aviv absolument impossible. Et les gouvernements précédents ont tout fait pour trouver une solution qui prenne en compte les droits de l'homme. Il ne s'agit pas de jeter les gens dans la rue, etc. Et je me rappelle qu'on a fait, il y avait des accords avec un certain nombre de pays étrangers qui étaient prêts à les recevoir, les a cassés. avec une possibilité d'Israël de leur donner des compensations financières, etc. Et chaque fois, le tribunal a interdit en donnant une interprétation de la loi qui est la sienne, mais qui n'est pas obligatoirement celle que le Mechokek, le législateur, avait une intention de faire au départ. Et c'est ça. C'est ce genre de choses qui se sont produits au fur et à mesure et qui sont accumulées. Alors on nous dit, ouais, mais ils ont annulé finalement qu'une vingtaine de lois réellement. C'est pas oui, vrai. Peut-être, pratiquement peut-être. Mais parce qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de lois qui n'ont même pas été proposées et votées de peur que ça passe pas le bagage, de peur que ça passe pas la Cour suprême. Et donc c'est une réalité que la Cour suprême a pris sur elle de diriger le pays sur des problèmes qui sont pas strictement des problèmes de juridiction. À Kol Shafit, tout est une affaire de juridiction, disait Barak, et il a tort. Il y a des choses qui appartiennent pas. Évidemment que
les juges doivent être là pour mettre le holà lorsqu'on va trop loin et pour dire ça c'est pas constitutionnel ou ça prend pas en compte les droits de l'homme les plus élémentaires, mais il faut que ça soit de manière très claire, pas parce qu'il y a 3 juges qui pensent comme ça et un qui pense autrement, et voilà. C'est pour ça que, par exemple, une des propositions de cette fameuse réforme, qui est de dire qu'il faut une unanimité des juges pour pouvoir annuler une loi, 15 juges, je crois, sur 15, à mon avis, c'est exagéré. On n'a pas besoin de faire 15 juges sur 15, parce que là, voilà, moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on est allé de l'autre côté. C'est-à-dire que dans cette recherche de l'équilibre, on est passé d'une extrême à une autre. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on était un petit peu trop loin. Alors, pas besoin de faire 15, pas besoin de faire 15 juges de la Cour suprême, mais que pour annuler une loi de la Knesset, il faut d'abord que ce soit le juge, l'ensemble des juges de la Cour suprême, c'est-à-dire les 15 juges qui s'expriment, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir une unanimité, qu'on pourra avoir une majorité, je sais pas. Mais c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire on peut trouver des compromis. Si on accepte le principe général qu'il faut une réforme et qu'il faut remettre les choses en place, on peut, par exemple, cette histoire que le fait que la Knesset peut annuler une décision du tribunal avec une majorité de 61, ça aussi, ça me semble un petit peu exagéré. 61, ça veut dire n'importe quelle coalition au pouvoir, puisque 61, c'est le chiffre minimum. On pourrait dire 70, par exemple. Encore une fois, si on a la bonne volonté, si on comprend les enjeux, si on comprend que il faut tenir compte et de l'un et de l'autre, et que c'est une question de recherche d'équilibre, alors avec les hommes de bonne volonté qui, malgré tout, sont encore... j'ose espérer, la plupart des gens qui nous gouvernent, on peut arriver facilement à quelque chose qui est une askama. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord, l'extrême de l'un, l'extrême de l'autre ne serait jamais d'accord. Bon, on s'en fout de ça. Mais l'essentiel, c'est de trouver un truc qui correspond au souhait de la majorité des gens. Eh bien, mais pour ça, il faut la bonne volonté. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est justement le problème, c'est pas cette proposition de loi. Le problème, c'est que on est dans une situation de dialogue, si on peut appeler ça comme ça, entre les différentes parties, depuis déjà 3-4 ans, qui fait qu'il y a plus de possibilité de s'asseoir autour d'une table et de discuter de manière sur le problème lui-même, sans mêler tous les problèmes d'ego, tous les problèmes d'intérêt politique, etc., etc. C'est pour ça que j'appuie ce que dit le président. Si seulement les gens des deux côtés étaient suffisamment mûrs et responsables pour, en effet, aller voir le président Herzog, qui aujourd'hui est quand même la personnalité la plus consensuelle de la société israélienne, et se mettrait ensemble sans la presse, sans les photographes, et rester 2-3 jours, à mon avis c'est même trop, en une journée on peut y arriver, et proposerait à la Knesset un truc qui contente les uns et les autres, et voilà, c'est tellement facile, ça semble tellement facile, et en même temps tellement loin à cause de l'ambiance. Et c'est ça le vrai problème. Eh bien, Eli Kling, on a bien compris la teneur de votre message. J'aurais encore beaucoup de questions à vous poser sur ce sujet, mais on n'a vraiment plus le temps maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sous un angle, on va dire, nouveau, relativement nouveau, l'avis d'un rabbin, pas de tous les rabbins, mais l'avis d'un rabbin sur cette tension qui est palpable ici dans la réalité israélienne d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous, Daniel. Merci.